aujourd'hui pour du coup discuter de la séance d'histoire que vous avez eu à faire donc, le mardi 17 mars. Donc cette séance, il y avait deux grandes étapes. Donc une première étape où il fallait résumer un petit peu ce qu'on avait vu sur les deux premières séances d'histoire qu'on avait vues en classe. Donc ça c'est comme on fait en classe, on fait toujours une petite réactivation de ce qu'on a vu. Et puis après, vous aviez donc différents documents avec des petites questions et il fallait y répondre. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais résumer rapidement déjà toutes les notions qu'on a vues sur la Première Guerre mondiale pendant les deux premières séances qu'on a fait en classe. Et après, eh bien, je répondrai donc aux questions des documents, j'apporterai des petites précisions. Et puis après, par la suite, du coup, je vous enverrai la leçon numéro 3, donc du coup, qui sera sur la fin de la Première Guerre mondiale. Donc comment s'est terminée la Première Guerre mondiale et quelles traces en garde-t-on. Donc avant ça, donc petit point rapide sur ce qu'on a déjà vu sur la Première Guerre mondiale. Donc la Première Guerre mondiale, elle a eu lieu de 1914 à 1918. Il y avait donc d'un côté la Triple Entente et de l'autre la Triple Alliance. Donc la Triple Entente, c'est la France, le Royaume-Uni et l'Empire russe. Et de l'autre côté, la Triple Alliance avec l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Italie. Donc on commençait à avoir des petites tensions entre ces deux groupes de pays, puisque comme vous le savez, au XXe siècle, eh bien, les pays voulaient toujours plus de territoires. Donc la France voulait certains territoires, l'Empire allemand forcément voulait les mêmes que la France, et puis chaque pays en voulait toujours plus. Donc déjà ça créait quelques petites tensions entre les Français, les Anglais, les Allemands, les Russes, etc. En plus, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a vu qu'au XXe siècle, il y avait énormément d'inventions qui se mettaient en place, la machine à vapeur, le téléphone, et donc du coup, forcément, chaque pays voulait avoir les meilleures inventions, et du coup, ça créait des tensions. Donc déjà, on avait des pays qui étaient, il y avait des petites tensions qui existaient, jusqu'au jour où on a un homme de Serbie qui a assassiné l'héritier de l'Empire austro-hongrois. Donc là, ici, on voit le Serbe en train de tirer donc, sur François Ferdinand, l'héritier de l'Empire austro-hongrois, et sur sa femme. Et donc finalement, c'est ce petit élément qui va déclencher la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, même si finalement, il y avait quand même des tensions bien avant ça. Finalement, ils se sont quand même un petit peu servis de ce drame pour entrer en guerre. Donc après cet événement, ça va assez rapidement, la guerre va assez rapidement se développer, puisqu'on a la Serbie, l'Empire austro-hongrois qui va déclarer la guerre à la Serbie. Et puis du coup, comme on a l'Empire allemand qui est rattaché à l'Empire austro-hongrois avec l'Italie, ils vont déclarer la guerre à l'Empire russe. Puis du coup, comme l'Empire allemand a déclaré la guerre à l'Empire russe, la France et le Royaume-Uni vont s'en mêler. Et donc du coup, ce qu'on arrive, que tous les pays qui sont là, vont entrer en guerre parce qu'on a touché de près ou de loin à leurs alliés. Donc du coup, on arrive sur une grande guerre mondiale. On avait vu quoi d'autre sur cette première leçon? On avait vu que donc la guerre est déclarée le 3 août 1914 à la France et que après ça, forcément, il y a une mobilisation générale. Donc il y a des affiches dans les rues qui disent à tous les Français, d'aller à la guerre. Et donc ça se met en place très rapidement. Et les combats vont avoir lieu ici, là, vraiment au nord-est de la France. On a les Allemands qui vont passer par la Belgique pour entrer en France et essayer d'arriver jusqu'à Paris. Donc voilà pour la première leçon, ce qu'on avait vu. Ensuite, en ce qui concerne du coup la deuxième leçon, où est-ce qu'elle est? Ici. Donc pour cette deuxième leçon, on avait vu plusieurs choses. Donc on s'était demandé pourquoi la Grande Guerre est-elle une guerre totale. Donc on avait vu dans un premier temps que les combats avaient lieu dans les tranchées. Donc les tranchées, c'était des endroits où les soldats combattaient les troupes ennemies, où ils vivaient, où ils dormaient, où ils mangeaient. Ils vivaient donc dans des conditions de vie assez difficiles, puisque dans les tranchées, il y avait des rats, de la boue, il faisait froid, il y avait peu à manger. Donc c'était très difficile pour eux. On
On a vu qu'au niveau de l'hygiène aussi, ils ne pouvaient pas se raser, donc c'est pour ça qu'on les appelle les poilus. Voilà, donc très difficile. On a parlé d'une grande bataille, la bataille de Verdun, qui a eu lieu donc sur plusieurs mois. Donc on avait d'un côté une tranchée avec les Français et de l'autre côté une tranchée avec les Allemands. Et en fait, ce qui se passait durant cette grande bataille, c'est que finalement, il n'y a aucune des deux troupes qui réussissait à prendre le pied sur l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucune qui réussissait à gagner. Et donc du coup c'est une bataille qui a duré très longtemps et il y a eu environ 700 000 morts à cette bataille de Verdun. Et donc les pauvres soldats restaient dans les tranchées et leur seul plaisir c'était finalement de recevoir des lettres de leur famille. Voilà, ensuite on avait parlé rapidement des nouvelles armes que l'on voyait sur la Première Guerre mondiale, donc tout ce qui est avion, donc les avions qui larguaient des bombes, tout ce qui était chars d'assaut, et puis aussi on avait parlé des masques à gaz qui étaient obligés de porter les chevaux et les hommes pour résister, pour survivre au gaz envoyé donc par les grenades. C'était un gaz très dangereux qui faisait des effets secondaires, voilà, ça abîmait les yeux, les voies respiratoires, etc. Donc on avait vu ça, on avait vu aussi que la guerre du coup était totale puisque les femmes étaient obligées de remplacer les hommes dans les usines, qu'elles étaient obligées de fabriquer des obus pour les envoyer donc à leurs maris pour qu'ils puissent combattre contre les Allemands. Elles étaient obligées de les remplacer à la ferme, donc du coup elles devaient à la fois gérer les enfants et gérer le travail de l'homme. Donc c'est pour ça qu'on dit que la guerre était totale parce qu'en fait elle ne concerne pas uniquement les hommes, les combattants, mais elle va aussi, elle va aussi demander la mobilisation des femmes. Et ça concerne aussi les enfants, puisqu'à l'école, on parle énormément de la guerre. Et voilà. Ensuite, on avait vu que la guerre est mondiale, puisque du coup, les pays comme la France ou même l'Allemagne vont en fait utiliser les colonies. Donc les colonies, les pays colonisés, c'est en fait des pays qui sont sous l'autorité d'un autre pays. Donc par exemple, là, on a l'exemple de la France qui avait le Sénégal qui était colonisé. Donc ils avaient le Sénégal sous leur autorité. Et du coup, ils ont demandé à tous les soldats sénégalais d'aller combattre au front de leur côté en fait, de combattre comme s'ils étaient français, de combattre pour la France et contre les Allemands. Donc c'est pour ça qu'on dit que la guerre elle est mondiale puisqu'elle concerne tous les pays européens et on a même vu qu'il y avait très peu de pays qui étaient neutres. Donc voilà, donc cette première guerre mondiale qui dure 4 ans, elle est totale parce qu'elle concerne les hommes, les femmes, les enfants. Elle est mondiale parce que de nombreux pays s'engagent dans cette guerre. Les conditions de vie difficiles dans les tranchées, les nouvelles armes. Et puis, voilà. Donc la deuxième étape, c'était donc l'étude de documents donc, qui était dans ce dossier là, du mardi 17 mars. Donc l'objectif de cette séance d'histoire, c'était donc de savoir comment s'était terminée la Première Guerre mondiale et quelles traces on en garde. Donc il fallait se douter que les documents qu'on allait avoir, ça allait être du coup des documents qui allaient nous permettre de comprendre comment la Première Guerre mondiale se termine, mais aussi des documents qui montrent les traces de cette Première Guerre mondiale. Donc si on prend les premiers documents, donc une fois qu'on a des documents, comme vous le savez, on regarde toujours les titres, les légendes, tout ce qui peut nous apporter des indications. Donc là, en l'occurrence, on avait l'air d'avoir une photo. Le titre de cette photo, c'est Clémenceau dans les tranchées. Donc ça nous parle de tranchées. Effectivement, tranchées, on connaît bien. Donc c'est ces grands chemins de terre où vivaient les soldats pendant les conflits. Et puis, effectivement, on voit Clémenceau. Bon, Clémenceau, on ne sait pas trop qui c'est encore, mais on a l'impression que voilà, c'est l'homme qui est au milieu. Donc, pourquoi celui-ci? Parce que on voit bien que les autres, ça a l'air d'être des soldats, que lui, il a l'air d'être un petit peu vieux avec sa canne. Donc, on se doute que c'est lui qui doit être Clémenceau. Ensuite, le deuxième document, donc on voit encore Georges Clémenceau, donc on se dit que bon, c'est sûrement lui qui a écrit ce texte, et on nous dit que c'est le président du Conseil, et que ce texte-là est une déclaration à l'Assemblée nationale en mars
1918. Donc on n'hésite pas à lire le petit texte. Donc toute ma politique ne vise qu'un seul but, une petite erreur de frappe, le maintien du moral français à travers une crise comme notre pays n'en a jamais connu. Ma politique étrangère et ma politique intérieure, c'est tout un. Ma politique intérieure, je fais la guerre. Ma politique étrangère, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. Je cherche à me maintenir en confiance avec nos alliés. La Russie nous trahit. Je continue à faire la guerre et je continuerai jusqu'au dernier quart d'heure, car c'est nous qui aurons le dernier quart d'heure. Donc, texte un petit peu compliqué, je vous l'accorde. Donc, c'est un discours de Georges Clemenceau et on va aller voir les questions. Donc, on nous demandait en premier lieu qui est ce vieil homme dans les tranchées. Ce vieil homme dans les tranchées, donc du coup, on l'a dit tout à l'heure, c'est sûrement Clemenceau, puisqu'on a le titre qui nous dit Clemenceau dans les tranchées. Ce vieil homme, donc on veut bien qu'il ait une canne, qu'il ait une petite moustache blanche, donc on en conclut que c'est lui le vieil homme. Et donc, on a bien ce Clemenceau dans les tranchées. Alors, ensuite, la question 2, que cherche-t-il par sa présence ? Alors, finalement, que cherche-t-il par sa présence ? Il fallait un petit peu s'aider du document 2 qui était juste à côté. Et finalement, donc, ce qu'il fallait dire, c'est que Clemenceau, il est dans ses tranchées pour essayer de remotiver ses troupes, en fait, de remotiver les soldats français. Donc on est en mars 1918, au moment où cette photo est prise. On a les troupes françaises qui en ont marre, en fait, de la guerre. Ils ont froid, ils ont faim, les conditions de vie dans les tranchées sont de plus en plus difficiles. Et puis, voilà, les troupes allemandes sont bien entraînées. Il y a beaucoup de morts. Je vous rappelle qu'au départ, il partait du principe que c'était une petite guerre qui allait durer 1 ou 2 semaines. Et là, on est en 1918, ça fait déjà 4 ans que la guerre a commencé et ça commence à être assez long pour les troupes et on commence à avoir vraiment un découragement des troupes françaises. Donc du coup, on a ce petit monsieur, là, Clemenceau, qui va aller dans les tranchées pour remobiliser les troupes. Et donc finalement, quand on vous dit quel est le message de Clemenceau, eh bien le message dans ce discours, c'est vraiment de faire comprendre à son pays que voilà, il faut continuer à faire la guerre, qu'on arrivera peu à peu à vaincre les troupes allemandes. Et donc ce sont des discours qui vont vraiment remobiliser les soldats français pour qu'ils puissent continuer à se battre contre les Allemands. Donc voilà ce qu'il fallait répondre pour ces 2 premiers documents. Donc dire qu'on avait un homme, donc le président du conseil, qui avait été dans les tranchées pour remobiliser ses troupes et qui avait fait donc un discours à l'Assemblée nationale pour dire qu'il fallait continuer à faire la guerre et que c'est comme ça qu'on finirait par gagner. On continue avec les documents. Donc les 2 premiers, c'est bon. Ensuite, on avait ce document-là qu'on avait déjà vu dans la séance précédente. Donc normalement, les petites questions ici, vous avez dû les faire assez rapidement puisque c'est quelque chose que l'on avait déjà vu dans la séance précédente. Donc on lit les questions. Quel pays entre en guerre en 1917 ? Que veut montrer l'affiche ? Regarde les vignettes en bas de l'affiche. Quelles sont les aides apportées par les États-Unis ? Et sais-tu comment s'appelle ce genre de document ? Donc, on regarde le document, on a écrit « Voilà les Américains, ce que nous apporte l'Amérique » avec effectivement des petites vignettes juste en dessous. Donc du coup, pour la question « Quel pays entre en guerre en 1917 ?» Bon, là, je pense que ça n'a pas posé de grosses difficultés. Vu que c'est écrit « Voilà les Américains », on en conclut que le pays qui entre en guerre en 1917, eh bien, c'est l'Amérique. Qu'est-ce qu'elle veut montrer cette affiche ? Donc on avait vu la dernière fois, on avait déjà discuté. Donc on en était arrivé à la conclusion que là, ici, on avait un Américain, ici, un Allemand, et il y en a un qui avait, je sais plus qui avait qui avait fait la remarque que l'Américain était très très grand, et l'Allemand était représenté avec un tout petit bonhomme, et qu'on voyait bien que l'Allemand était terrorisé, alors que l'Américain, lui, au contraire, avait l'air assez sûr de lui. Et donc, pour la question « Que veut montrer l'affiche ?» Eh bien, l'affiche, en fait, elle montre que le fait que les Américains viennent, en fait, aider les Français
les pays de la Triple Entente, eh bien ça allait effrayer les Allemands et que ça allait être grâce aux Américains qu'on allait gagner la guerre. Ensuite, donc, on nous demandait de regarder les vignettes en bas et de dire quelles étaient les aides apportées par les États-Unis. Donc là aussi, on en avait parlé la dernière fois. Donc on avait vu qu'ils allaient pouvoir nous apporter donc, des soldats. Donc on a des soldats américains qui allaient rejoindre les troupes françaises, les troupes anglaises, qu'ils allaient nous rapporter donc, des armes, de l'argent, de la nourriture aussi. Donc voilà, donc finalement, qu'est-ce que nous emmènent les Américains? Eh bien, des soldats, des armes, de l'argent, de la nourriture, donc toutes les choses qui vont être essentielles pour gagner la Première Guerre mondiale. Et sais-tu comment s'appelle ce genre de document? Donc ça, c'est un genre de document que l'on a vu déjà beaucoup de fois depuis le début de l'année en histoire, donc c'est une propagande. Donc une propagande, qu'est-ce que c'est? C'est une affiche qui va vanter les mérites de quelque chose. Un peu comme une publicité, quand vous voyez les publicités à la télé qui vous montrent un super produit, eh bien ils sont toujours en train d'en rajouter. Et bien là c'est la même chose, c'est une propagande pour montrer que les Américains sont là, ils sont représentés bien en grand sur l'affiche, qu'ils vont terroriser les Allemands et que c'est grâce aux Américains que l'on va gagner la guerre. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ce document. Travail. Donc on avait encore deux autres petits documents. Donc un premier document avec le titre Manifestation à Paris à l'annonce de l'armistice le 11 novembre 1918. Le deuxième document, armistice signé entre l'Allemagne et les Alliés dans la forêt de Compiègne le 11 novembre 1918. Donc là, déjà rien qu'en lisant les titres des documents, on se dit oula, il y a deux fois le mot armistice qui revient. À mon avis, il va peut-être y avoir une question dessus. Donc, on regarde les questions. Donc, on nous demande de décrire les deux photos. Ah, que comprends-tu par armistice? Ah bah oui, effectivement. Où est signé l'armistice? À ton avis, pourquoi toutes ces personnes manifestent dans les rues de Paris? Donc, les personnes qui sont ici. Et que vois-tu comme drapeau? Alors, si on prend la première question, donc décrit les deux photos. Alors, déjà sur cette première photo, eh bien, on voit tout simplement des hommes qui ont l'air d'être assez haut placés, vu la façon dont ils sont habillés, avec leur chapeau de forme, leur belle veste, etc. On voit qu'ils sont à bord d'un train. Sur cette photo-là, on voit des hommes et des femmes et des enfants même, qui cette fois-ci ont l'air un petit peu plus au niveau des vêtements, on voit que c'est un peu moins riche, un petit peu moins pompeux, on voit que ça n'a rien à voir avec les costumes que peuvent avoir ici les personnes, on voit que voilà, c'est des vêtements très simples. Donc on en conclut que ça, ce sont les habitants, donc les habitants de Paris, les Parisiens. Et là, vraiment, tous les personnages importants, donc les grands soldats, les dirigeants du pays, Alors que là, c'est vraiment juste les petits habitants. Donc, voilà pour la description. Qu'est-ce qu'on comprend de l'armistice? Donc l'armistice, vous pouviez vous aider d'un dictionnaire si vraiment vous ne compreniez pas ce que ça voulait dire. Donc l'armistice, finalement, c'est un genre de traité de paix qui est signé entre deux pays. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'armistice est signé entre deux pays, ça veut dire qu'ils ne vont plus combattre. Et c'est ce qui s'est passé le 11 novembre 1918 dans la forêt de Compiègne, dans ce wagon. Eh bien, il y a eu une signature de l'armistice. Donc on a les dirigeants allemands et les dirigeants français qui ont fini par tomber sur un accord pour arrêter cette guerre, arrêter ces combats. Et ça a eu lieu le 11 novembre 1918. Donc du coup, ça veut dire qu'on a aussi répondu à cette question-là. Alors, à ton avis, pourquoi toutes ces personnes manifestent dans les rues de Paris? Eh bien là, il suffisait de regarder la date. On a manifestation à Paris à l'annonce de l'armistice le 11 novembre 1918. Donc on peut se dire que ces personnes, elles manifestent dans la rue, non pas parce qu'elles ne sont pas contentes, mais au contraire parce qu'elles sont très contentes que l'armistice ait été signé.
Les femmes vont pouvoir récupérer leur mari, leur fils. Et donc, c'est vraiment, tout le monde est content, tout le monde est dans les rues pour fêter cet armistice qui a enfin été signé au bout de 4 ans. Vous imaginez leur joie après 4 ans de voir enfin la guerre s'achever. Surtout, c'était une guerre qui était censée durer seulement quelques semaines. Et les drapeaux qu'on voit, bien là on voit bien les drapeaux français. Et là, si vous regardez bien, on voit le drapeau américain. Donc pourquoi le drapeau américain? Puisque ce sont les Américains qui ont permis à la France de gagner cette première guerre mondiale. Il faut bien comprendre que sans les Américains, cette guerre, elle n'aurait pas pu être gagnée par les Français. Si on continue sur la suite des documents, on avait donc là plusieurs documents. On nous demandait d'observer ces documents et dire en un mot ou une phrase ce que le sculpteur et la commune qui a commandé cette statue a voulu retenir de la guerre. Donc ça, ce sont sûrement des statues comme vous en avez déjà vu dans plusieurs villes, dans plusieurs villages. Ce sont des statues que vous avez déjà vues. Ce sont donc des monuments aux morts. Donc sur ces 3 photographies, nous avons des monuments aux morts. Donc là, nous avons le monument aux morts de la commune de Fontaine-Bélanger, le monument aux morts qu'on trouve à Évreux et un monument aux morts qu'on trouve à Gaillon. Et à chaque fois, sur ces petits monuments aux morts, bon là on ne le voit pas parce qu'il faudrait vraiment bien zoomer, mais on a une petite annotation, donc à nos enfants. Ils sont morts pour que tu restes français, aux soldats morts pour la patrie. Donc là, à nos enfants, c'est un monument aux morts qui est vraiment consacré aux enfants, aux fils en fait, qui ont été faire la guerre et qui sont morts à la guerre. Ici, on a un monument aux morts. Ils sont morts pour que tu restes français. Ils sont morts pour que tu restes français. Ça veut dire que voilà, c'est en hommage aux soldats français qui se sont battus contre l'Allemagne pour que la France ne devienne pas allemande. S'il n'y avait pas eu tous ces soldats français qui ont combattu à cette époque-là, peut-être qu'aujourd'hui on ne serait pas français, mais on serait allemand. Donc voilà. Et le dernier monument aux morts, donc aux soldats morts pour la patrie, là c'est encore un hommage aux soldats qui sont morts et que c'est grâce à eux que la patrie française a pu perdurer et a pu continuer à exister. Donc les monuments aux morts, voilà, ce sont des petits monuments que l'on voit dans toutes les villes de France, dans tous les petits villages. Donc généralement ça peut être près de la mairie ou dans les cimetières. Et à chaque fois il y a une petite plaque où on écrit un petit mot en mémoire des soldats français qui sont morts et qui sont morts et qui nous ont permis de garder la France. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Oui, c'est le 11 novembre, donc vous avez dû remarquer, le 11 novembre dans le calendrier, c'est férié à chaque fois. Et donc cette date a été reconnue fériée pour justement profiter de ce jour-là, pour se souvenir donc de ces combattants français qui sont morts à la guerre. Et donc généralement, on a souvent des enfants qui vont chanter autour des monuments aux morts le 11 novembre, par respect pour ces soldats qui sont morts. Et à savoir que les Français se sont aussi battus pour obtenir le 11 novembre férié, puisque avant 1922, le 11 novembre n'était pas férié, mais à partir de 1922, les Français ont réussi à obtenir ce jour férié en mémoire aux soldats morts pour la France. Puis un petit peu tous ces documents. Donc comment s'est terminée la Première Guerre mondiale? Alors, on l'a vu, on a Clémenceau, d'une part, qui a été remotiver ses troupes dans les tranchées, remotiver les Français en leur disant qu'il fallait absolument continuer à se battre pour vaincre les Allemands. Deuxième chose, on a les Américains qui sont arrivés avec nous en guerre. Les soldats américains ont rejoint les soldats français pour combattre les Allemands. Ils nous ont apporté des armes, de l'argent, des soldats. Et donc c'est en majeure partie grâce à eux qu'on a gagné la Première Guerre mondiale contre les Allemands. Ensuite, grâce à l'effort américain et grâce à l'effort des Français, on a pu signer l'armistice avec l'Allemagne dans un train à Compiègne. Donc information très importante à garder, on en reparlera
pendant qu'on sera sur la Seconde Guerre mondiale. Donc l'armistice a été signé le 11 novembre 1918. Une grande fête dans les rues de Paris avec les drapeaux français et les drapeaux américains. Et ensuite, fin des documents qui permettent de répondre à la question quelles traces on garde de cette guerre. Eh bien, quelles traces on garde? Tout simplement des monuments aux morts dans chaque village, dans chaque ville, où à chaque fois il y a une petite phrase, soit aux soldats morts pour la patrie, à nos enfants. Et deuxième chose, le 11 novembre qui est devenu férié pour justement fêter ce jour-là, ces soldats sans qui aujourd'hui la France ne serait peut-être plus aux Français. Voilà, j'espère que vous avez bien tout compris. C'est un petit peu long par vidéo et c'est difficile sans interaction avec vous. Donc j'espère que cette petite vidéo vous conviendra. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions si besoin.